Un sommet de 2 jours sur l'Afrique s'est ouvert ce lundi à Paris. Aujourd'hui, il y avait au programme l'allègement de la dette du Soudan. La France a annoncé prêter 1,5 milliard d'euros au pays. Et demain, mardi, il sera question de la relance des économies africaines en présence de 17 dirigeants africains et de représentants du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L'objectif de ce sommet est de tenter d'accompagner ces économies mises à mal par un an de crise sanitaire. La pandémie de Covid-19 qui a provoqué la première récession du continent africain en 25 ans. Mais est-ce vraiment la seule coupable? New Deal, annulation partielle de la dette, injection massive de liquidités. Que peut-on attendre de ce sommet de Paris? Peut-on se passer de la Chine qui détiendrait aujourd'hui 40% de la dette africaine? On va en débattre avec nos invités ce soir. Lionel Zinsou, économiste, ancien Premier ministre du Bénin, cofondateur de Southbridge, banque d'affaires panafricaine. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas Germain, Bonsoir. journaliste France 24, auteur du reporter Zambie, les nouveaux patrons, enquête au cœur de la Chine-Afrique. Avec nous également par Skype, Carlos Lopez, économiste bisso-guinéen, haut représentant du président de la Commission de l'Union africaine et ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Et enfin, Alain Foka, journaliste RFI. Merci beaucoup à tous les quatre d'être ce soir sur ce plateau et en Skype avec nous pour débattre sur cette relance de l'économie africaine. Alors pour commencer ce débat, j'aimerais d'abord qu'on comprenne dans quelle situation se trouve le continent afin de mieux comprendre les objectifs de ce sommet de Paris. Carlos Lopez, je m'adresse à vous. Tout d'abord, le continent connaît sa première récession en 25 ans. En Afrique, la crise économique a davantage circulé que le Covid-19. Finalement, comment on l'explique ? C'est ça le paradoxe, c'est que nous avons une région qui est la moins affectée, mais la plus affectée. Parce qu'on n'a justement pas profité du fait que cette région, ce continent, n'a pas eu le taux d'infection qu'on attendait. Les dégâts du point de vue sanitaire n'ont pas été ceux qui avaient été prévus. Et donc, cette nouvelle plutôt optimiste sur la réponse que les Africains ont pu donner à la pandémie ne se traduit pas dans le domaine économique. Parce que nous avons un certain nombre de problèmes systémiques qui étaient déjà présents bien avant la pandémie et qui se sont accélérés pendant la pandémie, notamment le fait que l'Afrique est privée d'accès au marché des capitaux comme d'autres régions du monde. Elle a beaucoup de peine à convaincre les uns et les autres sur la notion de risque qui est normalement exagérée par rapport au continent. Donc ça oblige à des prêts qui sont vraiment prohibitifs et quelquefois nous oblige aussi à aller dans des prestations et dans des partenariats qui ne sont pas les meilleurs. Et donc, ça a créé un problème de dette. Mais maintenant, nous avons aussi un problème de liquidité. Donc, au contraire de ceux qui ont la capacité, du point de vue de la politique monétaire, nous n'arrivons pas à pouvoir relancer les économies avec des paquets de contributions supplémentaires. Donc, par rapport au PIB, notre contribution est relativement modeste. Et donc, nous nous trouvons dans une situation très difficile. Lionel Zinsou, vous partagez cette analyse. Finalement, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la pandémie. Avant cette pandémie, la situation sur le continent était déjà très compliquée. Alors, je serais tout de même un tout petit peu moins pessimiste que dans le tableau qui vient d'être donné par Carlos, parce que avant pandémie, on avait la deuxième croissance au monde après l'Asie. Donc oui, il y avait beaucoup de déséquilibres, il y avait des problèmes très difficiles à résoudre de pauvreté et d'emploi des jeunes. C'est vrai, on avait des problèmes systémiques. Néanmoins, on était en forte croissance jusqu'au deuxième trimestre 2020. Deuxième chose, je dirais, il y a des choses qui vont s'améliorer beaucoup en termes de gouvernance en Afrique, de gouvernance collective. Ce qui est frappant dans le sommet qui s'ouvre en ce moment, c'est qu'il a été conçu par l'Union africaine, qui s'est rassemblée, et Carlos en sait quelque chose, puisqu'il est un des acteurs, et qui a géré tous les problèmes de dette et de liquidité collectivement. Au lieu que 50
5 pays négocient chacun séparément, il y a un progrès de gouvernance très très important. L'Union africaine est très Et active. toutes les régions finalement sont représentées aussi à ce sommet. Oui, absolument. Et L'Afrique du puis, Nord. il y a eu un dialogue, une coproduction en quelque sorte, de ce sommet qui va quand même nous donner des avancées significatives parce que l'Union européenne a très vite, mais dès avril 2020, accepté l'idée il faudrait prendre des positions innovantes en matière de dette, en matière de liquidité, en matière de financement des PME, financement immédiat des mesures sanitaires, de l'équipement et des vaccins. Donc je pense qu'on fait des progrès de gouvernance. Maintenant, si vous retraitez la récession africaine de la récession des matières premières, c'est-à-dire l'effondrement du cours du pétrole, du cuivre, etc., qui se sont repris depuis. Mais ce qui a le plus affecté, c'est évidemment une crise importée, c'est la crise des prix de matières premières. Et les pays qui n'étaient pas, vous prenez un pays comme le mien, le Bénin, qui n'était pas dépendant des prix d'une matière première minérale du type pétrole ou cuivre ou fer, en fait, est à plus 2% en 2020, et les plus affectés de ces économies diversifiées, plus agricoles, plus tournées vers les services, sont à moins 1. Donc on a eu une récession très différenciée, et c'est beaucoup la crise des matières premières et le défaut de clients. Tout d'un coup, la demande mondiale s'arrête. Justement, Alain Foka, c'est cette dépendance aux échanges extérieurs qui explique la situation actuelle. Est-ce que certains pays s'en sortent un petit peu mieux que d'autres quand même ? Il y a des pays qui s'en sortent bien, mais je voudrais, avant de venir à la question en elle-même, mentionner que ce que disait à l'instant Lionel Zinsou est important, c'est que pour une fois, ce n'est pas chaque pays qui parle indépendamment, c'est qu'il y a l'Union africaine qui a travaillé sur la question. Il y a pas mal de gens qui se disent pourquoi c'est à Paris qu'on va discuter. On va accepter le fait que ça puisse être à Paris pour une fois, en se disant on est bien représenté sur ce coup-là, il y a des chefs d'État qui sont moins dépendants que les précédents, qui sont plus libres, qui savent de quoi on parle ce coup-ci. Ce ne sont plus des chefs d'État qui viennent un peu pour qu'on leur dise ce qui va se passer. Mais le plus important, c'est que ce soit les Africains qui puissent dire quelles sont leurs priorités. Parce que jusqu'à maintenant, on a décidé de leurs priorités. Tout à l'heure, vous mentionniez le fait qu'on parle de la Covid, qui aurait fragilisé cette économie, et Carlos Lopez en parlait tout à l'heure. Mais il faut mentionner que ce n'est pas ça la priorité pour les Africains et que peut-être qu'il faut tendre l'oreille pour savoir de quoi il est question et pour qu'on sache ce qu'on finance. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que je regarde ceux qui sont invités, ce sont les dirigeants. C'est très bien, c'est eux qui décident et c'est eux qui dirigent ces pays-là. Mais je pense que ceux qui font l'économie en Afrique, ce sont les chefs d'entreprise, ce sont les privés. Et j'aurais peut-être pensé qu'il aurait fallu inviter un peu plus de privés pour qu'ils parlent de leurs problèmes, pour qu'ils parlent de la difficulté qu'ils ont à lever des fonds. Que l'on envisage aussi que ces privés-là sont nationaux, qu'on doit promouvoir et qu'on doit accompagner si c'est fait dans cette économie-là. Parce que ces économies sont faites surtout par les privés. Bien sûr, la plupart des états-là, mais il va falloir que l'on tende l'oreille aussi à ceux qui sont absents. Et puis j'allais dire que je me réjouis du fait qu'il y ait la Chine. On vous entend pas très bien, Alain Foka, il y a un petit problème de liaison. Je vais poser une question à présent à Carlos Lopez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Alain Foka ? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un manque de représentation du privé finalement à ce sommet de Paris ? Les entreprises ne sont pas là. Vous êtes d'accord ? Moi, je pense que la relance de l'économie africaine après le Covid, avec toutes les caractéristiques que vient de mentionner Lionel, sont tout à fait, responsables, du contexte dans lequel nous avons ce sommet. C'est un sommet qui va surtout se dédier à la question de trouver sortie pour les liquidités, une sortie pour la dette. Et je pense que vraiment c'est un débat qui est très circonscrit avec des caractéristiques assez précises. Par exemple, comment on va utiliser les droits de tirage spéciaux du FMI. La France a pris vraiment le devant dans ce domaine. Nous nous en sommes vraiment reconnaissants parce que c'est quelque chose que les Africains voulaient de tout cœur depuis le début. Et c'est vrai que pour une fois, les Africains parlaient d'une voix dans beaucoup de domaines, notamment celui-là.
Et donc, ce n'est pas le type de débat dans lequel nous pouvons entrer en matière sur les caractéristiques précises, disons, de l'accès du capital par le secteur privé, quel genre de projet, quel genre d'infrastructure on va prioriser, etc. Je pense que ça viendra après. Et dans ce sens, Alain Foka, il a raison de mettre en évidence que ce ne sont pas vraiment les gouvernements qui font la création d'emplois, mais ces gouvernements sont vraiment responsables pour une politique économique qui va permettre de créer les écosystèmes favorables. Il y a aussi un acteur qui est présent à ce sommet, c'est la Chine. La Chine qui a renforcé ces dernières années sa présence en Afrique. Alors la Chine qui sera présente que par visioconférence à ce sommet de Paris. La Chine très présente en Zambie, notamment Nicolas Germain, un pays d'Afrique centrale où vous êtes rendu. On va justement regarder un court extrait de votre reportage intitulé Zambie, les nouveaux patrons. Et on va en reparler juste après. Cet extrait se passe dans une fonderie de cuivre, propriété du gouvernement chinois. All the production line came from China. It's made in China. Some people in the West, they say China is getting too big in Africa. What is your response to them when they say that? It's a so big question. It's very difficult to say for that. 这怎么回答他？我知道，就是太大了嘛，就是有点掠夺资源。我觉得这个就非常敏感。其实对我们企业来说，我们就是来跟当地很好的融合，完了为他创造就业，给他贡献税收。当然，我们通过这样的合作呢，我们也创造了我们的价值嘛。我觉得这是一个共赢的，叫 win-win 的这种 situation。对。Sorry, could you just try to make sure? Do we have the figures of in the Chinese mines? How much of the copper goes to China? Do we know that? We don't have any figures in the mining industry. It's crazy. It's crazy, just like that. Nobody. Why? Mines are very secretive. There is what is known as Extractive Industry Transparency Initiative, but it's all lies. Yeah, it's all lies. Nicolas Germain, la Chine a construit beaucoup d'infrastructures qui contribuent au développement de ce pays. En même temps, la population se sent dépossédée de ses richesses. Finalement, c'est des investissements à double tranchant. Oui, ce qui est clair, c'est que par exemple dans un pays comme la Zambie, la Chine a construit énormément de routes et d'hôpitaux. La Chine est vraiment présente dans tous les secteurs de l'économie zambienne et ça vaut pas seulement pour la Zambie, évidemment. La Chine est présente dans pratiquement tous les pays d'Afrique et donc ils sont présents par exemple dans le secteur agricole, dans les mines, dans le cuivre en Zambie, dans l'industrie. Et nous, par exemple, dans notre documentaire avec Roméo Langlois-Yisong, on suit notamment deux entrepreneurs chinois parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas seulement des groupes étatiques envoyés par Pékin qui sont dans des pays comme la Zambie. C'est beaucoup d'entrepreneurs privés chinois qui se disent, et c'est ce qu'ils nous disaient, c'est que la concurrence est trop rude en Chine, et ils voient ce qu'ils appellent des business opportunities en Zambie, et donc ils s'installent, et eux, ils disent qu'ils ne veulent plus jamais retourner en Chine. Et donc, les Zambiens ont ce sentiment de voir des Chinois dans vraiment tous les secteurs de l'économie, et il y en a beaucoup qui nous ont dit, on a le sentiment, c'est l'expression qu'ils utilisent, d'être colonisés par les Chinois. Lionel Zinzou, qu'est-ce que ça vous évoque, ce reportage ? Oui, alors le secteur des mines n'est quand même pas le plus facile parce que, quels que soient les opérateurs, même quand ils ne sont pas chinois, c'est quand même un des domaines où il y a eu le plus de domination, le plus d'opacité, au point où aujourd'hui la Banque mondiale finance les États pour qu'elles aient tous les moyens juridiques, donc c'est même sous forme de dons, de refaire tous les codes miniers et de sortir de relations qui sont léonines, enfin, vraiment très, très déséquilibrées. Mais objectivement, c'est le secteur. Si vous allez chercher également des hydrocarbures, vous trouveriez à peu près le même genre d'effet de domination. En revanche, si vous voulez, tous les pays du monde ont des relations de plus en plus fortes avec la Chine parce que c'est le premier partenaire des exportations et des importations mondiales. 2, le seul continent qui, en moyenne période,
quand vous enlevez les crises, les effondrements de prix de matières premières, mais en moyenne période, l'Afrique est le seul continent en excédent commercial sur la Chine. Donc il y a quand même une création de valeur. On exporte vers la Chine. Encore une fois, donc, il y a pas du quand positif, le pétrole est à 26 il y a dollars. du positif, ces investissements chinois. Ça... Oui, non, mais déjà sur les flux d'échanges, l'Afrique il se trouve, parce qu'elle approvisionne l'usine du monde avec des matières premières, beaucoup, mais maintenant quand même de plus en plus de produits manufacturés, elle crée des emplois et des exportations, des flux nets positifs par rapport à une Union européenne ou une Amérique du Nord qui sont en déficit abyssaux par rapport à la Chine. Et enfin, en réalité, les États africains ont le choix des partenaires. Alors, il ne s'agit pas d'échanger un colon contre un colon, évidemment, un dominant contre un autre. Et évidemment, c'est toujours des rapports de force. Donc on peut avoir cette vision négative, on nous recolonise, mais c'est plus le même, etc. La vérité, c'est que vous avez besoin de ne pas rester dans des relations d'exclusif colonial. Aujourd'hui, c'est vrai, la Chine est le premier partenaire de plus de 40 États en Afrique, et c'était, ou le Portugal, ou la France, ou la Grande-Bretagne, les puissances coloniales. On est quand même dans un univers de plus grande concurrence. Ça n'efface pas les rapports de force. Sur le secteur privé, je suis très intéressé par la remarque que vous avez faite. Oui, c'est un secteur chinois qui est un peu moins étatique aujourd'hui, un peu plus privé, avec une dynamique créative, de création d'emplois, et plus diversifiée. Ce n'est pas simplement des ponts, des routes, etc. C'est désormais de l'investissement productif. Ça, c'est important parce que ça contribue à l'industrialisation. Vous avez quelques grandes zones économiques industrielle chinoise, parfois caricaturée, tout ça c'est fait pour approvisionner la Chine, pour la sécurité de la Chine, oui, enfin, c'est le début d'une industrialisation forte. Et en même temps, on a l'impression que le pays aussi devient en quelque sorte chinois. On voit dans votre reportage plein d'enseignes chinoises, des magasins pour les Chinois, des écoles pour les Chinois. Oui, c'est ce qu'on appelle aussi le soft power. Là, c'est ce côté-là mais bon, ce que je veux dire, c'est que le reportage ne dit pas que tout est négatif dans ce qu'apporte la Chine en Zambie. Hein. C'est vraiment de dire que voilà, ils apportent des routes, des hôpitaux, mais attention, il y a pas mal de Zambiens qui trouvent qu'ils ont trop d'influence, notamment sur le pouvoir politique zambien. Merci, c'était la première partie de ce débat. On se retrouve dans quelques instants après une courte pause. Tout de suite sur France 24, la deuxième partie de ce débat consacré au sommet de Paris qui commence ce soir sur la relance des économies africaines. Avec moi ce soir, Lionel Zinsou, économiste, ancien Premier ministre du Bénin, Nicolas Germain, journaliste France 24, auteur du reporter Zambie, les nouveaux patrons, enquête au cœur de la Chine-Afrique. Avec nous également par Skype, Carlos Lopez, économiste bissau-guinéen, haut représentant du président de la Commission de l'Union africaine, et puis Alain Foka, journaliste RFI. Dans toute la première partie de ce débat, on a fait un point sur la situation économique du continent africain après un an de pandémie de Covid-19. Alors dans ce contexte, on va s'intéresser à ce qu'on peut espérer de ce sommet de Paris. On va écouter Kristalina Georgieva, la directrice du Fonds monétaire international, qui va y participer à ce sommet. Il est nécessaire, en tout cas selon elle, de soutenir l'Afrique. Nous sommes à la croisée des chemins. Soit on aide l'Afrique dans sa relance économique, certes, mais aussi à surfer la vague du numérique et de la transition écologique. Rappelons qu'à horizon 2030, 50% des nouveaux venus sur le marché du travail viendront d'Afrique. Soit on s'abstient d'aider l'Afrique et on obère la prospérité économique non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Mais la conséquence la plus dramatique serait le risque d'instabilité accrue sur un continent qui a déjà trop souffert. Alain Foka, une première question. Ce sommet se passe en France avec aussi des dirigeants anglophones. Est-ce que c'est pertinent que ça se passe à Paris ? Vous l'avez évoqué justement en première partie.
C'est pertinent que ça puisse se passer à Paris, pourquoi pas? À partir du moment où ceux qui sont à Paris savent pourquoi ils sont là. Mais ce que je voulais corriger, c'est justement, on vient d'entendre la patronne du Fonds monétaire international parler d'aide à l'Afrique, il faut aider l'Afrique. Et je pense que c'est un discours que les jeunes n'ont plus envie d'entendre. Ce mot aide est détesté de la plupart des gens parce qu'on parle d'un continent qui a de potentiel aujourd'hui, qui a des jeunes qui sont instruits et qui demandent une chose, d'être accompagné tout simplement, pas aidé. Accompagné pour s'industrialiser, accompagné pour trouver des fonds sur le marché, accompagné pour financer son développement. Parce qu'on a passé toutes ces décennies à lutter contre la pauvreté. L'histoire de l'Afrique ne peut pas se résumer à la lutte contre la pauvreté, elle doit aussi être celle du développement. Et pour parler de développement, j'insistais tout à l'heure et j'écoutais Lionel Zinsou parler des enjeux. On a passé le temps à présenter les autres comme mauvais. Là, vous parliez de la Chine tout à l'heure, ou quand on écoute le discours sur la Chine, on a l'impression que c'est le diable qui arrive sur le continent, sauf qu'il y a des avantages que les Africains tirent aussi avec les Chinois. Et pour une fois, ils ont affaire à des gens qui parlent très clairement, qui ne rentrent pas dans leur histoire, qui n'ont pas un passif assez dur, et qui disent, voilà, on veut faire ceci avec vous, et qui le font presque bien. J'ai envie de prendre un exemple, rapidement, je ne vais pas m'éterniser. J'arrive de Kinshasa depuis ce matin, j'étais dans les mines du Kivu et les mines du Katanga. Sur place, il y a des Chinois, ils sont nombreux les Chinois. Seulement, il y a aussi des entreprises occidentales. Et les engagements pris par les entreprises chinoises sont respectés, bien respectés. Ce que l'on voit avec les entreprises occidentales, c'est qu'elles dépassent toujours les budgets qui ont été faits et qu'il y a des contrats qui sont opaques. Donc je pense qu'il va falloir modifier le discours, faire confiance aux Africains, leur donner le moyen de se développer et arrêter de parler d'aide, arrêter de dire on va trouver de l'argent pour eux, oh ils sont malheureux, on va pouvoir lutter contre la Covid. Les gens n'ont plus envie d'entendre ce discours. Comment on accompagne l'Afrique pour qu'elle se développe? L'Afrique est riche de son potentiel et elle ne demande qu'à transformer ce potentiel. Donc à cette rencontre, si l'on part sur l'aide, comme je viens d'entendre la patronne du Fonds monétaire international parler, ça ne va pas se passer et les gens ne vont pas adhérer. Il est question aujourd'hui de dire qu'est-ce qu'il faut à l'Afrique pour qu'elle décolle véritablement, parce qu'elle a le potentiel. Et aujourd'hui, il y a des jeunes sur le continent qui sont outillés, qui n'ont pas de complexe, qui ne demandent qu'à avoir le financement. Monsieur Lopez parlait de ça à l'instant en disant ce dont il est question, c'est de trouver le moyen de financer, de faire confiance à ces Africains-là et d'apporter des fonds pour développer l'Afrique. Alors peut-être que demain, il faudra qu'on ait un autre discours et que maintenant qu'on a réuni les francophones, les anglophones, bref, toute l'Afrique, qu'on parle d'une même voix et qu'on les entende, pas qu'on leur impose des priorités et qu'on sorte des schémas traditionnels où l'Afrique est malheureuse, l'Afrique a besoin des autres. On a tous besoin les uns des autres. Je reviens du Katanga, et si le Katanga va mal, nos téléphones portables et les voitures électriques que nous utilisons n'existeront pas, tout simplement. Alors, pour que ça marche, il faut aller aider ce Katanga sans utiliser le terme utilisé, en disant comment on fait pour développer cette région-là. Développer tout simplement, pas autre chose. Et en finir avec les discours politiques. C'est surtout de ça qu'il est question. En finir avec les discours politiques et parler vrai. Parce qu'en face, il y a des gens qui parlent concret. Et les Chinois, on peut s'en moquer autant qu'on veut, mais ils parlent très concret. Hein, et ils font les choses. Ils disent, cette usine va coûter 800 millions de dollars, ça coûte 800 millions de dollars, pendant que des grandes entreprises occidentales multiplient le prix par 4. Et qui paye? C'est de ça qu'il est question. Lionel Zinsou, vous vouliez Oui, réagir? là, je trouve le plaidoyer très éloquent d'Alain Foka. Il se trouve que le Fonds monétaire international est une institution qui s'appelle l'institution financière de développement, une institution d'aide. Donc elle parle d'aide. Et d'ailleurs, il faut noter que le Fonds monétaire, depuis le mois de mars de l'an dernier, a été très rapide dans ses interventions. Parce que longtemps, on reprochait à l'aide d'être de l'assistance et en plus de venir parcimonieusement, lentement, tardivement. Là, objectivement, Mme Georgieva représente une amélioration, un progrès dans les mécanismes d'aide. Mais Alain a tout à fait raison de dire on est en train de penser une relance qui a besoin de moyens financiers. Comme l'Union européenne a pensé 750 milliards avec une mutualisation des dettes, comme la Chine à sa dimension, qui est quand même, je vous rappelle, pour la Chine, pour l'Amérique du Nord et pour l'Union européenne, 10 fois le PIB, 10 fois la richesse créée par l'ensemble du continent africain. Bon, c'est à ces niveaux d'économie continent et de façon très solidaire qu'on a pris des mesures de relance.
Et donc là, effectivement, on n'est pas dans l'aide, on est dans quelque chose qui est une démarche collective, solidaire, de relance de nos économies. Et il se trouve qu'il est vrai, on a une gestion peut-être un peu plus rigoureuse en Afrique qu'ailleurs, paradoxalement, en termes de déficit budgétaire. On a un continent endetté à 50 et quelques pourcents, 52% de dette publique par rapport à l'ensemble de la richesse, par rapport au PIB. Je vous rappelle que la France vient d'annoncer 114%, que l'Allemagne, qui a des vertus considérables dans ce domaine, vient d'annoncer 72% du PIB. Donc à certains égards, on est peut-être même trop vertueux et on n'a pas la même liberté que d'autres de faire de la création monétaire au rythme où elle a été faite dans les grandes économies. Et donc là, il s'agit, avec la communauté internationale, Chine comprise, même si la Chine va être un observateur un tout petit peu lointain par Zoom, par visioconférence, voilà, ils seront on pas présents essaye physiquement. quelque chose comme une relance qui est forcément solidaire. Parce que nous avons... Et ça passe par l'annulation de la dette. L'annulation de la dette est un des moyens. D'ailleurs, on apprend là à l'instant que la France va annuler sa créance vis-à-vis du Soudan, soit près de 5 milliards de dollars. Hein. Oui, la France vient de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est elle a fait un prêt relais qui permet au Soudan de rembourser toutes les dettes les plus urgentes et d'ouvrir une négociation sur toutes les autres dettes. Et donc, c'est un geste très symbolique. Quant à la question de pourquoi c'est à Paris, parce qu'un certain jour d'avril 2020, le président Ramaphosa, président en exercice de l'Union africaine, a invité le président Macron. Ils ont commencé à parler moratoire sur la dette, je vais convaincre le G20 pour vous, je vais convaincre l'Union européenne. Et l'idée a été coproduite entre ce directoire de l'Union africaine et le président Macron, qui est allé ensuite chercher et convaincre ses collègues espagnols, portugais, italiens et évidemment Madame Merkel. Et donc c'est comme ça que ça s'est élaboré et coproduit cette idée. On va mettre une panoplie de moyens innovants, dont effectivement l'annulation de la dette. Emmanuel Macron qui avait plaidé en avril 2020 pour cette annulation de la dette. Finalement, le président français propose un New Deal pour l'Afrique en référence au plan de relance de Roosevelt dans les années 30. Carlos Lopez, est-ce que c'est la bonne solution ? Moi, je n'aime pas beaucoup ces protagonisme, guerre de protagonisme qui existe autour de l'Afrique parce que très souvent on arrive à des conclusions qui sont un peu lointaines de la réalité. New Deal, c'était des montants extraordinairement plus élevés de tout ce dont on parle maintenant. On avait déjà le plan Marshall de Madame Merkel qui était aussi très très loin de ce qui a vraiment été l'effort du plan Marshall, qui était presque de 3% du PIB américain. Et donc, nous avons ces raccourcis de langage qui n'aident pas. Ceci dit, je pense que le président Macron a eu un protagonisme énorme ces derniers mois pour faire le plaidoyer des Africains en ce qui concerne la question de la dette, mais aussi la question de l'accès à des liquidités. Et donc, les propositions qui sortiront éventuellement de ce sommet sont les bienvenues. Mais elles ne sont pas suffisantes. Et tout à l'heure, je parlais de problèmes systémiques, pas des problèmes systémiques, Lionel, concernant les pays africains et leurs efforts de gestion macroéconomique qui ont été assez probants. Je parle des problèmes systémiques internationaux, le fait que les Africains sont soumis à une rationalité justement d'analyse de la dette, ce qu'on appelle la liste de conditionnalité du FMI qui porte tort à tous les efforts qui sont les nôtres. Non seulement la deuxième région avec la plus grande croissance du monde avant la pandémie, mais aussi le fait que le PIB africain a doublé de taille. Et pourtant, disons, les prêts concessionnels qui sont disponibles n'ont pas doublé de taille. Donc, l'accès au marché est obligatoire. Les conditions n'étant pas favorables, justement à cause des problèmes systémiques et l'analyse des risques sur l'Afrique, cela nous empêche de pouvoir accéder disons, aux prestations qui sont disponibles pour d'autres régions du monde, notamment la création monétaire. Donc, nous avons des difficultés qui sont vraiment difficiles de régler au niveau seulement africain parce que c'est une espèce de considération pessimiste qui est faite pour le continent tout le temps et qui se traduit quelquefois dans ces éléments de langage. Foucault mentionnait justement le problème de l'utilisation du mot aide
Et je suis d'accord que nous avons un problème de terminologie, mais ce serait vraiment bien si c'était seulement un problème de terminologie. C'est beaucoup plus profond. Alors comment justement sortir de cette logique d'assistance un peu de la communauté internationale? À mon avis, il faut faire trois choses. D'abord, il faut que les Africains continuent, comme ils l'ont montré pendant la pandémie, à mutualiser leurs efforts pour pouvoir vraiment pressionner la communauté internationale à faire des changements profonds dans certains domaines. Nous avons vraiment une opportunité presque historique parce qu'avec la situation qui a été créée par la pandémie, tout est un peu remis en cause. Et donc, c'est le moment opportun pour pouvoir mettre aussi en évidence un certain nombre de contradictions des politiques internationales, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du commerce. La deuxième grande mesure, c'est de pouvoir mobiliser davantage les ressources domestiques. Par exemple, les fonds de pension et d'autres fonds institutionnels africains sont très mal gérés, ont beaucoup d'épargne qui n'est pas bien utilisée pour le développement. Et là, c'est le moment justement de montrer qu'il faut faire autrement. Et nous avons eu quelques exemples très réussis de prestations sociales pendant la pandémie qui ont été complètement conçues à partir des ressources internes. Et bien sûr, il faut aller bien au-delà pour que ça soit aussi fait dans le domaine productif. Et le troisième grand élément de changement, c'est que les Africains puissent effectivement créer des politiques monétaires plus indépendantes et avoir, disons, un marché de capitaux qui soit beaucoup plus sophistiqué que celui que nous avons actuellement. Nous avons très peu d'accès au capital. Les Africains vivent avec des économies les moins financées internationalement. Donc, nous représentons en termes d'accès au marché international 1% de notre PIB. C'est vraiment ridicule par rapport à n'importe quelle autre région du monde. Et voilà, c'est le moment aussi de prendre un peu cette, disons, priorité comme quelque chose que les Africains doivent régler eux-mêmes. Nicolas Germain, la Chine détient aussi une grosse partie de la dette africaine. Finalement, aucune décision ne peut être prise aujourd'hui sans la Chine. Oui, je vois deux choses que la Chine pourrait faire, mais juste avant, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Alain Foka sur les mines chinoises en Afrique. Moi, je peux parler du cas des mines de cuivre en Zambie. On en a vu plusieurs, et puis on a rencontré le président du principal syndicat des travailleurs, des mineurs zambiens. Et lui, ce qu'il nous disait, c'est que s'il compare la situation dans les mines chinoises et les mines anglo-saxonnes, les salaires sont beaucoup plus bas dans les mines chinoises, et il y a beaucoup plus d'accidents dans les mines chinoises. Mais il a quand même terminé sur une note optimiste en disant que la situation depuis 10 ans s'était nettement améliorée, notamment sur le nombre d'accidents dans les mines chinoises. Donc la situation s'améliore, mais pour lui, il y a quand même une différence entre les deux. Sur ce que peut faire la Chine aujourd'hui par rapport à l'Afrique, on sait que c'est le pays au monde qui prête le plus d'argent au continent africain. Si vous prenez le cas de la Zambie, par exemple, un tiers de la dette extérieure zambienne est détenue par la Chine, plus que tout autre pays, donc c'est à peu près 4 milliards de dollars. Donc évidemment, si la Chine décide d'annuler une partie des dettes africaines, ça c'est un grand pas en avant. Et puisque également des experts et des ONG disent, c'est ce que la Chine pourrait faire, on en parlait tout à l'heure, c'est la bonne gouvernance, c'est améliorer la bonne gouvernance, puisque qui dit mauvaise gouvernance dit corruption, moins d'argent pour la population locale, plus d'argent dans les poches d'une petite élite africaine. Alain Foka, l'implication aussi des diasporas africaines, elle est essentielle pour relancer l'économie du continent. Est-ce qu'il faudrait réorienter aujourd'hui leurs investissements aussi ? Je pense que c'est une évidence lorsque on sait que les diasporas africaines sont les premiers financiers du continent devant toutes les institutions financières internationales. C'est eux qui, au quotidien, apportent de l'argent à ce continent-là. Maintenant, il y a deux choses. D'abord, la diaspora doit s'organiser. Elle doit d'abord s'organiser elle-même parce qu'on ne peut pas avoir un tel potentiel et que ça serve tout simplement à nourrir les gens au quotidien. Bref, ce qu'on appelle l'économie Western Union, on doit sortir de là. Mais si vraiment l'idée est d'aider les populations africaines, de les accompagner, il faudrait peut-être qu'on arrive à créer un fonds de la diaspora africaine qui puisse investir sur le continent. Parce que cet argent ne doit pas toujours partir un peu en fumée comme ça tout le temps pour régler les problèmes quotidiens, régler les problèmes domestiques. Ça doit pouvoir
créer de la richesse sur place, ça doit pouvoir créer des entreprises sur place. Mais je pense que c'est d'abord la responsabilité des diasporas. Et je pense qu'il y a pas mal de diasporas qui travaillent à se rapprocher des pouvoirs publics pour voir comment mettre sur pied un fonds africain qui puisse aller au-delà de l'économie Western Union. Mais on a le sentiment que c'est un peu lent au niveau des autorités ici. Je connais des gens qui travaillent ici à cela depuis plusieurs années, qui commencent un peu à désespérer. Et je pense que Lionel, qui est sur le plateau, en sait plus que moi sur la question. Mais je voulais apporter une réponse à Nicolas rapidement. Ce n'est pas une polémique entre Nicolas et moi. Et je suis content que Nicolas vienne de Zambie. Mais en même temps, s'il y a beaucoup d'accidents sur les chantiers chinois, c'est bien parce que les autorités n'étaient pas regardantes jusque-là. Je pense que s'il y a une rigueur des autorités, il y aura moins d'accidents. Ce que je sais, c'est qu'il faut diversifier les sources et que les Chinois sont une source comme une autre. On ne doit pas focaliser sur ceux-là. Nous qui avons vécu en Afrique, ce qu'on voit aujourd'hui comme de la colonisation, on l'a connu avec d'autres. Donc ça a peut-être un peu changé de maître, comme on dit aujourd'hui, mais il y a des autorités sur place aujourd'hui qui sont conséquentes. Il y a des gens qui gèrent ces États. Et quand on rencontre les différents chefs d'État en Afrique aujourd'hui, ils sont beaucoup plus outillés, beaucoup mieux entourés qu'autrefois. Et je pense que Lionel, qui est sur le plateau, tout comme le frère Carlos qui est en Afrique du Sud, sait combien de fois il est consulté par les chefs d'État africains aujourd'hui. Ça ne ressemble plus à ce que c'était avant. Quand on entend encore parler de corruption, pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait un corrupteur. On a toujours parlé de corrompu et très peu du corrupteur. Je pense qu'il faut créer ce cercle vertueux en arrêtant de ne montrer qu'un seul côté. Ce que ces dirigeants ont mis dans leur poche quand on faisait les calculs, et ce n'est pas de moi, ça représente à peu près 1% de ce qui est dilapidé. Il faut de la bonne gouvernance, mais ça doit venir de partout. Donc quand on fait cette réunion, on ne doit pas faire comme s'il y avait d'un côté des corrompus et d'autres qui sont vertueux. Les vertueux ne sont pas du côté où on pense. Un dernier mot rapidement pour réagir à ce que dit Alain Foka. Non, mais ce que dit Alain est vrai. La diaspora, premier contributeur par son épargne qui retourne vers le continent, c'est de plus en plus fort. Et même en 2020, où on aurait attendu une baisse, il y a une augmentation des retours d'épargne vers les pays d'origine. Et c'est ce développement, je veux rassurer Alain, il y a en effet beaucoup de travail pour qu'il y ait des fonds alimentés par la diaspora, en Europe, en Amérique du Nord, en Chine, etc., vers la production en Afrique, pour que ce ne soit pas simplement de l'aide à la consommation. Orienté, mais ça n'est qu'un des instruments qui vont être évoqués. Les banques de développement en Afrique sont en pleine renaissance. C'est un bon instrument. Vous avez par ailleurs des garanties pour les PME qui vont probablement demain être des propositions sur la table parce que les PME, comme l'a dit Carlos, ne sont pas financées. Tout le monde a un discours sur le surendettement de l'Afrique. Attendez, on est en sous-financement, c'est ça la véritable réalité. Et le surendettement de certains pays n'est que la contrepartie du fait que si l'État ne s'endette pas, les agents privés ne peuvent pas avoir accès. Et on va parler microfinance, parce que ça c'est les ménages, et c'est les petites entreprises, c'est leur fonds de roulement. Et on va parler garantie PME. Et donc, il y a peut-être quand même quelques instruments innovants. Et surtout, on va parler de 2 chiffres. La distribution de DTS pour l'Afrique, c'est 33 milliards. Comment on fait, par de la solidarité entre tous les continents, pour atteindre 100 ? À 100 milliards, on a une ressource très, très importante pour arriver à gérer la relance. Nos quotas, c'est 33. Et la conversation, c'est une conversation à 70 milliards de dollars. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été nos invités sur ce débat. Vous restez avec nous. L'information continue sur France 24 avec un nouveau journal à 20h.